Vous êtes sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. C'est officiel, la France a décidé de restituer le patrimoine de beaucoup de pays africains. Ce patrimoine culturel, qu'en est-il réellement? Quel est le regard de la jeunesse sur ce patrimoine? On en parle en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons faire un petit focus, sinon un grand focus sur l'enseignement supérieur. Les universités africaines, qu'en est-il de certaines filières? Faut-il les supprimer? On en parle également en fin d'émission. Ils sont avec moi sur ce plateau de Génération News, c'est des habitués en tout cas. J'ai simplement envie de vous dire bienvenue chez vous, les amis. Il s'agit de notre ami Donatien. Vous êtes étudiant en droit, juriste tout simplement. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Toujours un plaisir. Plaisir partagé pour un ancien, j'ai envie de dire également, un habitué du plateau Génération News, Joël Nathan, formateur en prise de parole en public. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis. Et bienvenue chez toi, tout simplement. On souhaite la bienvenue également au petit nouveau, on va le dire ainsi, notre ami Franz. Vous êtes étudiant en sciences politiques. Merci d'avoir participé à Génération News. Merci. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit dans l'introduction, on va un petit peu revenir sur ce processus-là de restitution du patrimoine africain par la France. Les musées français ont décidé de renvoyer un petit peu ce patrimoine africain. Qu'en est-il réellement, mon cher Nathan? Quel est le regard que tu portes sur ce procédé-là, ce processus? Alors, merci pour la question. Et je pense que c'est déjà une avancée, c'est quelque chose de très bien. Et nous, jeunesse africaine, devons prendre conscience et connaissance de ce patrimoine-là. Parce que le patrimoine représente notre identité, représente notre culture, représente qui nous sommes. Donc on dit, si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc je crois que c'est une opportunité qui nous est donnée de non seulement, parce que c'est de la richesse aussi, c'est de la richesse, mais aussi de nous connaître mieux que nous nous connaissions déjà. Donatien, est-ce que justement cette jeunesse qu'on représente aujourd'hui sur ce plateau de Génération News, est-ce que vous sentez cette prise de conscience-là, je veux dire, de l'aspect important de ce processus, ce retour de nos biens, de notre histoire sur le continent? Oui, effectivement, il y a une véritable prise de conscience. Pour quelle raison? Simplement parce qu'aujourd'hui, on a même des activistes qui mettent en avant le fait qu'il faut que la France restitue la quasi-totalité du patrimoine de tous ces différents pays dans lesquels ils avaient pris ces objets-là. Tout en sachant que cela est culturel, non seulement culturel, mais comme disait Nathan, c'est notre histoire, c'est l'histoire même du continent et il y a tellement de choses à savoir dessus. Et pour eux, et pour d'autres jeunes aussi qui sont dans cette mouvance, ils estiment que la seule manière de mieux connaître notre histoire, ouais, de se réconcilier avec notre histoire, c'est à travers évidemment ces objets tout aussi importants. Alors le Mali est dans cette optique-là aussi, qui a restitué, qui a récupéré certains de ses biens, le Bénin et d'autres pays, le Congo. Le Sénégal avait déjà commencé effectivement, avait déjà lancé le processus aussi de restitution de ces biens. En parlant de ces pays qui ont décidé d'aller au fond des choses, mon cher Franz, comment les États doivent justement capitaliser un peu ces retours-là, de ces biens-là sur le continent? Comment il faut inciter les jeunes à venir connaître cette histoire? Bon, déjà, il faut louer l'initiative des pays qui ont non seulement entrepris de récupérer leur patrimoine culturel, et au-delà de ça, comme Nathan venait de le dire, le patrimoine, il est rentable, que ce soit sur le plan économique et que ce soit sur le plan moral aussi, parce que socio-culturel, c'est important. Et donc, une manière de le capitaliser, c'est bien sûr de le valoriser. Parce qu'il ne suffit pas que de récupérer le patrimoine. Mais en quoi faisons, mon cher? Valoriser, oui, mais comment? On a déjà des musées. Il faut dire que nos musées aujourd'hui, la plupart des musées africains sont des musées vides. Et donc, si on parvient à récupérer les plus grandes, ce qui représente les plus grandes civilisations de nos États,
alors on les expose comme il se doit. Et aujourd'hui, on a des stratégies. On a par exemple le Japon qui le fait généralement avec le système de Japon Expo. Donc nous également, du côté de l'Afrique, on peut faire des expositions africaines de telle sorte que le tourisme que ça va engranger, bien sûr, du point de vue de l'économie, ce sera un rehaussement de l'économie de certains. C'est un point très important que France vient de souligner, c'est effectivement ce côté vide de certaines, des musées sur le continent. Ça, il faut le souligner, il faut le dire aussi. Comment capitaliser et revenir un peu sur ce point, Nathan? C'est vrai qu'on a une génération 2.0, une génération tête baissée, déconnectée parfois de sa culture. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un petit peu associer la technologie à ça, à la valorisation de notre histoire? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en prenant le cas du Japon, le Japon organise également des visites des musées virtuels. À travers un site, on peut facilement visiter des musées. Évidemment, et ce que tu dis, c'est quelque chose de fondamental, parce que si on arrive à créer de l'émulation et aussi rendre l'activité ludique, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent, une visite un peu plus ludique, quelque chose où on se retrouve. Aujourd'hui, tu as parlé du virtuel, on en a vraiment besoin. Ce voyage virtuel peut susciter aussi l'envie d'aller sur place. Donc on peut créer ce mix-là entre le présentiel, attirer les gens vers les musées, mais aussi faire sortir les musées. C'est une façon de parler, c'est-à-dire on peut créer des journées. Au Brésil, ils ont ce genre de festival où on met dehors les masques, mettre dehors les squelettes, tout ce qui représente notre Afrique, la beauté de nos civilisations, les grandes civilisations que nous avons eues, et attirer les jeunes. Et maintenant, le côté pédagogique aussi est important. Qu'est-ce que ça représente? Quelle est notre histoire? Parce qu'on ne vient pas juste regarder un masque, on ne vient pas juste regarder, je ne sais pas, une statuette, mais savoir qu'est-ce qui est derrière. Est-ce que là aussi, on va dire, les autorités ont une véritable part de responsabilité? Dans quel sens? Dans le sens, quand tu parles de pédagogie, il faut évidemment des gens derrière pour conter et raconter cette histoire. Ça sous-entend que derrière, est-ce qu'il faut une formation de ces pédagogues-là en ce qui concerne évidemment l'histoire de ces objets? Et il faut une formation, mais il faut un vrai retour aux sources. Parce que dans nos universités, on a des anthropologues, oui, c'est vrai. Mais les vrais détenteurs de l'histoire sont dans nos villages. Les vrais détenteurs de l'histoire, ce sont nos grands-parents. Je me rappelle qu'un jour, j'avais un exposé important sur le mariage coutumier. Et je n'avais pas le temps d'aller faire des recherches sur Internet, il n'y en a pas. Et j'ai dit à mon grand-père, assieds-toi. Tu vas me raconter comment ça se passe un mariage coutumier. Il m'a raconté du début, la première étape à la fin, correctement. Et j'ai produit un texte, j'avais des jeunes filles dans mon groupe, j'ai dit écrivez ce qu'il dit. J'ai produit un texte et mon exposé était parfait. Parfait lorsque je l'ai rendu. Donc il y a de l'histoire au travers de nos grands-parents. On a reçu ici sur le plateau des griots africains, des gens qui ont notre histoire, qui ont le contenu. Il faut aller vers eux. L'État doit aller vers ces personnes-là pour les valoriser aussi, les vulgariser, qu'ils aient le temps et aussi changer leur histoire. Parce que moi j'ai de la connaissance, mais je suis dans un village, je suis enfermé. Et d'ailleurs, quand on parlait, mon cher Franz, quand on parle de ce retour du patrimoine africain sur le continent, le président du Bénin disait, je cite, que retrouver cette culture, c'est retrouver un pays plus stable demain sur le plan culturel, parce que n'oublions pas que la jeunesse, c'est l'avenir d'aujourd'hui, mais de demain surtout, et que si cette jeunesse-là n'est pas connectée à son histoire, on n'a pas un pays stable. Est-ce que tu es dans cette logique-là? C'est vraiment le retour, c'est créer aussi cette stabilité culturelle d'un pays, tout simplement. Bien sûr, moi je m'inscris complètement dans les propos du président du Bénin. Vous savez, le choc des civilisations a fait aujourd'hui que nous ne puissions pas nous retrouver dans le développement. Parce que nous, c'est des mélanges, c'est des oxymores inquiétants qui ont fait en sorte que l'Afrique soit derrière. On a essayé de mélanger malheureusement et difficilement. On a tout pris, je veux dire. On a calqué, on a complètement laissé ce qui est nôtre. Entre-temps, si on avait fait comme les autres, c'est-à-dire un mélange de culture et de modernité pour mieux avancer, comme il disait, et on serait naturellement au même niveau, pourquoi pas un peu plus en avance que tout le monde. Et donc, je pense que avec ce retour du patrimoine en Afrique dans des pays qui ont déjà débuté, c'est aussi de faire vivre. Parce que je partage bien le fait que
le savoir appartient aux anciens dans nos villages. Et l'État a un grand rôle à jouer là-dedans. On peut les prendre, on peut leur... une formation, bien sûr. Voilà, on a déjà quelqu'un qui fait la prise de parole en public ici. Pour ceux qui n'en ont pas encore, que ce serait surtout étonnant. Que nous, on était dans l'art oratoire aussi. La culture africaine, elle est par essence oralité. Donc, c'est très facile pour eux de transmettre ce savoir-là. Et maintenant, il va manquer de faire vivre ce savoir-là par les nouvelles technologies. Moi, j'aime bien le système des mangas. Enfin, aujourd'hui, les Japonais et les Chinois, quand ils font les mangas, c'est de leur culture qu'ils vendent indirectement. Et nous, on peut refaire vivre nos masques, nos cultures, nos histoires à travers des animations qui, ce ne sera plus qu'un côté de divertissement, mais dans ce divertissement, il y a de l'apprentissage. Voilà, il y a l'apprentissage. Et c'est très intéressant de la science que Franz dit dans son argumentaire, parce qu'aujourd'hui, par exemple, alors ce n'est pas pour remettre en cause certaines choses, la culture en elle-même, c'est une très bonne chose d'être curieux intellectuellement et culturellement aussi, mais prenons un cas assez simple. Et je pense qu'on va peut-être un peu emboîter la deuxième thématique. On a tous connu cette histoire de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en 1992. Mais la vérité, c'est qu'avec du recul aujourd'hui, en quoi cette information a eu un impact sur mon histoire en tant qu'Africain ? Il n'y en a pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que Franz dit, c'est assez intéressant parce qu'on a besoin de savoir qui était Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il a fait. On a besoin de savoir qui était Norbert Zongo, Kwame Nkrumah. Qu'est-ce que ces rois, ces kings du continent ont fait pour le nôtre, notre continent. Donc je pense que si aujourd'hui, on a l'idée de notre ami Franz qui vient un peu sur la bande dessinée, qui fait du coloriage en disant, écoute, mon fils colorie Thomas Sankara, mais à côté, est-ce que tu sais ce que ce monsieur a fait pour le continent ? On a besoin de ça aujourd'hui. Et ça revient un peu sur le patrimoine de manière générale. Même sur ce patrimoine-là, il y a beaucoup qui ne connaissent rien, mon cher Donatien. Et c'est de ces hommes qui se sont battus pour le continent. Oui. Bon, malheureusement, en fait, je crois que pour en revenir à la culture et purement la curiosité intellectuelle et culturelle, je crois qu'il faudra aussi revenir aussi dans l'aspect familial. Il faudra aussi remettre ses bases dans la famille, c'est-à-dire depuis l'enfance, parce que je pense que l'enfant, on façonne un enfant depuis aussi le bas âge. Si on met en place certains mécanismes, certains principes, cela permet à l'enfant déjà de savoir que Thomas Sankara c'était tel, Soundiata Keita c'était tel, Kwame Nkrumah c'était tel. Donc déjà, commencer à donner tout doucement. Ouais, de léguer ce patrimoine déjà. Les enfants grandissent avec. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que France disait, lorsqu'on a eu le choc des civilisations, ça fait que c'est l'impression peut-être qu'on a, mais c'est concret sur le terrain. C'est-à-dire les autres civilisations ont eu tendance à dominer sur notre civilisation, c'est-à-dire notre culture à nous. Alors qu'il y a des choses qu'eux ils font sous d'autres cieux, mais qu'on faisait chez nous. Lorsqu'on remonte l'histoire, que ce soit lorsqu'on parle du royaume Congo, ou bien si on remonte à l'Égypte antique, il y a des choses qu'ils font là-bas, qu'on pratiquait déjà, et que certains grands-mères et grands-parents détenaient. Malheureusement, ils sont partis avec. Moi, je veux prendre un exemple pour en finir par là. Je me rappelle un jour, j'ai discuté avec la grand-mère, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de rentrer en profondeur. Elle m'expliquait qu'il y avait une plante. Et ça, c'est purement culturel. Ce qu'elle a acquise, il y avait une plante, si vous la frottez, aucun serpent ne peut vous mordre. Peu importe la race vipère, mamba, aucun serpent ne vous mord. Mais alors que ça, c'est culturel, c'est une richesse. Mais donc, les gens partent avec comme ça. Donc, il faudra voir peut-être aussi comment recontextualiser les choses et puis revenir aussi aux sources. Mais le défi, il est grand, Nathan, aujourd'hui. Au-delà de ce retour, justement, de ces figures-là, de ces objets-là qui représentent un peu notre histoire, mais le patrimoine, il est très large. Aujourd'hui, voilà, même sur un plan culinaire, le Sénégal, par exemple, qui enregistre le djeboujen comme patrimoine culturel de l'UNESCO, ça prouve à l'évidence qu'en fait, c'est assez éclectique quand on parle de patrimoine. Mais le défi, il est énorme, Nathan, pour reconnecter cette jeunesse-là avec son histoire. Régis, nous sommes en train de parler de la reconstitution d'un continent tout entier. C'est l'histoire même de tout le continent, ce patrimoine-là. Là, on fait un retour de certaines richesses, moi je vais dire, ce patrimoine en termes de richesse, mais en termes de connaissance, d'appropriation de notre culture, d'appropriation de notre histoire, de notre passé. Et comme il a dit, il y a des choses que nos grands-parents savent, mais des secrets de vie, des choses qui peuvent transformer radicalement la jeunesse de quelqu'un. Est-ce que loin de vouloir t'interrompre, Nathan, est-ce que c'est là aussi un peu la grosse crainte, c'est-à-dire, ok, d'accord, les objets reviennent,
mais si on n'a aucune réelle histoire de ces objets, est-ce que c'est là la crainte quelque part? Ça risque d'être une décoration, c'est le grand danger. Et c'est tout. Parce que le but, c'est pas de décorer des musées, c'est d'avoir une vraie histoire de ces objets. Une vraie histoire. Et même que j'ai vu un artiste, Laurie Comindon, qui est en France, qui donne des cours sur l'histoire africaine aux Blancs dans les musées. Et c'est beau, moi je l'ai écouté, c'est très beau de l'entendre partager ça. Donc lorsque nous allons récupérer ces biens, nous allons récupérer ce patrimoine, il faudrait des personnes derrière pour accompagner. Mais il faut copier aussi ce qui est bien. Moi je dis, l'Asie a été un exemple dans cette réussite-là. À arriver à joindre la modernité avec la qualité culturelle. Le Japon, la Chine, Shanghai, la Corée, tous ces pays-là ont réussi cette alchimie-là entre le moderne et le culturel. Ils ont gardé leur savoir et ils ont ajouté à ce savoir-là, implémenté le moderne. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. C'est excellent. Est-ce que le retour des objets, des figures emblématiques du continent, c'est là, c'est effectif dans certains pays. Est-ce que d'autres aussi doivent commencer à emboîter le pas, mon cher France? Bien sûr, parce que s'ils n'emboîtent pas le pas, à quel moment ils s'attendent à être plus développés? Est-ce que cette volonté est perceptible, je veux dire, partout? Bon, partout, c'est évident que non. C'est pas perceptible parce qu'on constate bien le silence de certaines nations encore. Et donc ce silence prouve à suffisance que l'engouement n'est pas le même partout. Et peut-être que c'est l'occasion d'homologue à homologue de rappeler aux autres qu'il y a quelque chose d'important dans ça. C'est réécrit notre histoire. Et on sait tous que la culture est la seule chose qui reste lorsqu'on a tout oublié. Peut-être à ces pays-là qui n'ont pas encore emboîté le pas, de leur dire que n'oubliez pas que ça, vous n'avez pas le devoir d'oublier. Donc c'est important. Et pour revenir, je voulais dire que par rapport à ce que Nathan disait tout à l'heure, mais ça repose bien la question du thème de tout à l'heure. Quel regard la jeunesse a sur le retour de ce patrimoine? Parce que le regard, il ne doit pas être mitigé. Généralement, aujourd'hui, la jeunesse africaine ne met pas vraiment le regard sur ces cultures parce qu'on a souvent non seulement diabolisé ou un peu trop mystifié le patrimoine africain, c'est vrai. Si on changeait ce regard et qu'on lui donnait un regard un peu plus moderne, un peu plus intellectuel, on verrait qu'à l'intérieur, non seulement on gagne en connaissance, mais également en développement. C'est très bien résumé. Je pense que le problème, il est là aussi. C'est que c'est vrai que nos parents aussi ont quelque part un peu faussé, on va dire, ce patrimoine-là, ce legs. Parce qu'évidemment, nous, on nous racontait des trucs, c'était trop fermé. Des fois, on nous interdisait des choses sans nous dire après pourquoi. Ce qui fait qu'en fait, on a grandi avec l'idée de se dire, OK, on ne doit pas faire certaines choses, mais on n'a pas le pourquoi derrière. Ce qui fait que l'héritage, il est rompu. Parce que moi, demain, j'ai ma fille, je vais dire quoi à ma fille, ne fais pas ça, oui. Elle me dira, mais papa, pourquoi? Et je pense que le pourquoi, ça va être compliqué pour moi parce que derrière, il faut aller bricoler des choses pour essayer de raconter un petit peu. Mais je pense que tu as tout à fait raison, mon cher Franz. Tu as souligné le problème là où il fallait souligner, Nathan. Oui, moi je vais dans son sens. Et tu vois qu'il y a ce tabou-là, ce voile qu'on a mis, qui fait que non seulement il y a eu un désintéressement, il y a eu de la peur même derrière. Il y a eu des craintes. Et on a voulu mélanger ce qu'il ne fallait pas mélanger, religion, culture, etc. Mais on se perd au final. Donc il y a un travail très profond de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel est là, c'est que nous avons une histoire, nous devons nous l'approprier et pour savoir là où nous irons. Le patrimoine vous appartient. C'est aussi là une des déclarations du président béninois quand il s'adressait aux jeunes en ayant justement à la main un fossile qui appartient à l'histoire de ce magnifique pays qui est le Bénin. Et est-ce que cette jeunesse a, on va dire, assez de poigne pour récupérer ce patrimoine donatien? Bon, je dirais pas oui et non, je dirais oui et mais. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, de la même manière qu'on a une majorité de jeunes qui tendent vers le modernisme, il y a aussi ces jeunes-là qui aiment bien la culture. Qui sont restés assez traditionnalistes. Assez culturels. Donc, ils ont cette vue-là, de vue d'ensemble, donc ils aimeraient bien en savoir un peu plus sur leur histoire. Et il y en a pratiquement partout sur le continent. Ce qui fait que ces jeunes-là déjà vont emboîter le pas, mais bien au-delà, il y a également aussi des mouvements qui sont nés. On a par exemple, je vais citer Mutunde qui parle beaucoup de l'Égypte.
c'est un égyptologue qui parle beaucoup de la culture africaine. On a aussi Kofi Gomez, qui parle aussi beaucoup de... Ils sont nombreux en fait, donc depuis un temps, il y a une émulation autour de ça. Les Kémites. Oui, les Kémites en fait. Donc c'est pratiquement mettre en avant déjà le patrimoine africain. Et quand ils voient ça, ils se rendent compte qu'il y a vraiment des avancées considérable en fait. Alors il y a une artiste que vous connaissez très bien qui s'appelle Youssoupha, qui est aussi un parolier, d'ailleurs il le dit à chaque fois, il s'autoproclame, hein, et d'ailleurs c'est mérité, je pense qu'il a tout pour s'autoproclamer parolier et lyriciste. Alors il a réagi justement par rapport un peu à ce retour du patrimoine africain dans beaucoup de pays sur le continent, et il disait en fait que les artistes aussi ont une part de responsabilité, et beaucoup même, ils ont une part de responsabilité dans le fait de reconnecter un peu cette jeunesse-là avec son histoire. Un avis partagé, mon cher Franz? Les artistes de tout confondu, évidemment, hein, les peintres, les chanteurs et autres, les acteurs, ils ont vraiment cette part de responsabilité. Et comment faciliter le travail de ces acteurs? Mais Youssoupha, déjà, il faut rappeler que Youssoupha, c'est un artiste et pas des moindres. Nous connaissons Youssoupha déjà par la pertinence de ses propos. Et donc, je serais étonné de faire une étude et de trouver des Africains qui ne connaissent pas Youssoupha et qui ne peuvent pas connaître au moins une phrase de Youssoupha. Pourquoi? C'est pour dire que, effectivement, l'artiste joue un rôle important, sinon influence même la culture et les mœurs d'un jeune. Oui. Voilà. Ça va plus loin. Et voilà. Et donc, les jeunes aujourd'hui même sont très connectés à la musique, que ce soit au rap, que ce soit à la musique urbaine ou au R&B. C'est selon la catégorie dans laquelle on se situe. Donc, je pense bel et bien que l'artiste même, au-delà de l'État, joue un rôle majeur et important là-dedans. Parce que plus on véhicule des messages à travers la musique, plus on insuffle à l'intérieur du jeune et de la mentalité africaine, l'importance même de la culture. Voilà. Des acteurs très importants. Je vais dans ton sens et je vais plus loin. Quand on veut changer les mœurs d'une société, on utilise la musique. Bien sûr. Parce que ce qu'on dit, c'est que la musique adoucit les mœurs. En réalité, ce qu'on veut dire, c'est que la musique influence les mœurs. Bien sûr. Et donc, quand tu vas un peu plus loin, tu vas à la recherche des gens comme les Kerry James. Je l'ai écouté, moi. Et tu vois de la profondeur dans ce qu'il dit. Ils sont nombreux. Lino aussi, dans l'écriture, dans le retour. J'ai bien compris les conflits arabo-africains en France avec ces textes. Donc on peut apprendre en les écoutant. Et donc ils ont un rôle à jouer, mais là, pas seulement eux. Aujourd'hui, les influenceurs, les pseudo-influenceurs, les pseudo-coachs, toutes ces personnes ont un rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'ils sont visibles. On a besoin de visibilité pour amener. Oui, mais combien connaissent les coachs? C'est ça, combien connaissent réellement l'histoire? Justement, ces personnes-là, elles-mêmes ne sont pas enracinées. Tu as la différence, des gens comme les Youssoupha, c'est des personnes qui ont cherché l'histoire du continent. Les Loré Komindon, les Kerry James, c'est des gens qui ont l'histoire du continent. Il y a des comédiens aujourd'hui qui aussi s'inscrivent dans cette optique-là. Ils sont vraiment dans l'histoire du continent, ramenés. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire de plus en plus. En fait. De plus en plus. Oui, vas-y. Dans le même sens que Nathan, moi je vois les artistes comme des éducateurs. Ça va en fait, lorsqu'on parle par exemple de certains artistes, le Prince Parolier, Youssoupha et Kerry James, en fait certains jeunes, vous allez voir que la musique de ces artistes-là ont une tendance à porter une prise de conscience. Et lorsque les jeunes écoutent des gars comme ça, quelque part, il y a des remises en question. Ça fait Youssoupha, même à 40 ans, tu l'écoutes. Hein, parce que les textes sont là, l'histoire... C'est construit. Oui. Donc, ce qui fait qu'il y a une remise en question du point de vue des jeunes. Maintenant, admettons que ces derniers introduisent le patrimoine culturel. Qu'est-ce que ça pourra faire chez ces jeunes-là? Forcément, ça va créer quelque chose dans leur raisonnement, dans leur pensée. Et là, peut-être, ils vont se dire, mais pourquoi ne pas jeter un coup d'œil dans notre culture? Si on faisait un peu plus de regarde à ta culture que de bouge ton body, on aurait vraiment gagné. Parce que je me rappelle, c'est plus trop quelle année, dans les années 2000, lorsque il
y a la fièvre du rap, du hip-hop qui vient des États-Unis. C'était quoi la tendance? Les jeans sous les fesses, la bandana par-ci, les grosses chaînes en or. Bon, donc c'était déjà, on voit que c'est culturel. Ouais, il y avait déjà cette influence américaine. Donc ça a influé sur la jeunesse, on va dire africaine, et beaucoup de jeunes se sont identifiés. Après, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec certains, je leur dis, mais pourquoi est-ce que tu copies ça? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Ouais, parce que oui, ce qu'on appelle le check-down, c'est toute une histoire, mais je pense évidemment très grave. On va pas rentrer dans l'histoire de ce patrimoine qui est pas très intéressant, mais il y a une histoire assez pas très intéressante derrière ce procédé qui consiste à baisser son jean pour les rappeurs et tout le reste. Les amis, il nous reste quelques minutes avant de clore cette première partie. On va peut-être revenir aussi sur le rôle un peu des parents. On va revenir sur un plan. Alors, il y a beaucoup on va dire d'informations sur cette thématique-là. La dernière en date, c'est le Sénégal qui a enregistré le Tchèp, le Tchèboudjen, comme étant un patrimoine culturel à l'UNESCO. Et évidemment, le dossier était en cours et finalement, c'est officiel, ça a été validé. Comment raconter à un jeune garçon, est-ce que là aussi, mon cher Nathan, je reste avec toi, est-ce que là aussi les parents n'ont pas quelque part un petit peu aujourd'hui une grande et grosse responsabilité? Parce qu'évidemment, c'est bien beau de manger du tchèp tous les jours, mais c'est bien aussi de dire à son fils, écoute, ce que tu manges, il y a toute une histoire. Ce n'est pas que du poisson et du riz, mais si c'est reconnu comme étant patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, c'est qu'il y a une histoire. Donc les parents, quelque part aussi, à défaut de manger du riz, il faut manger aussi des paroles en expliquant aux parents à leur progéniture. Je crois que la chaleur familiale compte beaucoup. Et donc l'histoire derrière, pourquoi on le fait? Aujourd'hui, pourquoi ça représente? Parce que quand on dit patrimoine, ça représente la nation. La nation. La nation. Et on mange du tchèp partout. Au Gabon, en France, partout. Je crois que même en Chine, même aux États-Unis, on mange du tchèp. Mais qui connaît vraiment l'histoire? La racine. Pourquoi du tubercule? Pourquoi de l'aubergine? Pourquoi des carottes? Pourquoi Pourquoi ce n'est pas un riz comme les autres? Pourquoi on le fait cuire d'une certaine manière et pas d'une autre? Et déjà, ça prend du temps aussi. Voilà. Et donc, toute cette histoire-là, d'où ça vient, l'origine? Qui a commencé ça? Bon, on ne veut pas savoir forcément qui a commencé, mais comment ça vient de quelle région? Et pourquoi? Peut-être que, on va dire que le riz s'était accompagné comme ça parce que tout le monde ne pouvait pas avoir du riz, il fallait un peu de tubercule pour... Il y a forcément une histoire derrière, mais comment la connaître si les parents ne transmettent pas aux enfants? C'est la question qu'on doit se poser. Et c'est une question, évidemment, on espère qu'au sortir de là, on a déjà apporté des solutions, quelques pistes de réponses. On espère qu'évidemment, nos parents qui nous suivent, qui nous regardent via Médian TV, Génération News, auront évidemment le maximum de réponses. Les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. Si vous nous prenez en cours, sachez que vous êtes sur Média 1 dans le cadre de votre émission Génération News. Nous sommes à la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, on va quitter un petit peu nos sièges, direction les universités un petit peu. Alors, il y a beaucoup de filières aujourd'hui, les filières d'enseignement à l'université d'enseignement supérieur. Franz, est-ce qu'aujourd'hui un peu, il ne faut pas revoir un peu ces filières-là? Est-ce qu'il n'y a pas certaines qu'on doit un peu supprimer, j'ai envie de dire? Bon, déjà, il faut dire que c'est une question qui est posée, donc les avis seront certainement différents. Bah, tant mieux, tant mieux. Donc, heureusement d'ailleurs. La question de la suppression des filières à l'université. Du moins certaines, pas certaines. Ouais. Voilà. Bon, pour ce qui me concerne, je ne suis pas totalement pour la suppression. D'accord. Je suis plutôt pour une réduction des effectifs dans certaines filières qui aujourd'hui ne nécessitent pas forcément beaucoup de personnes, compte tenu de l'emploi et même de l'intérêt de ces filières dans le processus de développement d'un État. Je prendrai par exemple le cas de la psychologie. Je sais que beaucoup aujourd'hui se demandent, et on a récemment l'ancien Premier ministre du Gabon qui l'avait dit dans un de ses discours, vous qui allez en psychologie, c'est pour devenir quoi plus tard? Mais attention, c'est peut-être... une question qui n'est pas mal posée, qui sied d'ailleurs, mais je pense plutôt que au-delà de ce qu'on peut devenir derrière les études de psychologie, il y a aussi l'apport de la psychologie même dans le développement d'un pays. Et donc, contrairement à ceux qui
certainement, Nathan peut-être prendra position pour la suppression ou de la donation. Voilà, donation. Je suis plutôt pour la réduction de certains. Enfin, réduire et peut-être revoir, petit peu, réadapter en fonction. Nathan, oui, évidemment, ton point de vue par rapport à la thématique, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître une chose. C'est un fait. On l'observe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans certaines filières. Et qui, au finish, il y a, voilà, dans certains domaines, et là, ça devient compliqué. La question est très forte. Ouais. Je veux dire, elle est très forte. Pourquoi? Parce qu'il a déjà bien emboîté le pas. Il y a quelque chose de particulier. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le capitalisme et il y a les besoins de la société, besoins énergétiques, besoins de communication, besoins... On comprend aussi quelque chose, c'est que nous sommes en train d'aller vers... une dématérialisation des systèmes. Donc nous sommes dans les services. Nous sommes en train d'aller dans une société de services parce que les machines font déjà tout. Aujourd'hui, les machines font tout. Même les comptables vont aller au chômage bientôt. Il y aura un logiciel, il y a déjà des logiciels qui traitent tous aujourd'hui, quand tu vas dans un restaurant, tu n'as même plus besoin de parler avec la serveuse. Il y a un code QR, tu scannes et puis tu passes ta commande. Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître avec le temps. Maintenant, il y a la question des sciences humaines, parce que c'est des vraies questions. Aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'on doit continuer dans les sciences humaines, philosophie, anthropologie, sociologie, psychologie. Mais la question, c'est que, est-ce que l'humanité s'arrête parce qu'on cherche de l'argent? C'est la bonne question. Est-ce qu'on va s'arrêter de vivre? Aujourd'hui, tu peux être un chef d'entreprise, mais tu as des problèmes psychologiques. Tu n'arrives pas à concilier ta vie familiale avec ta vie d'entreprise, sans compter les copines derrière, tout ça. Tu as des problèmes psychologiques et tu as besoin d'être suivi. Qui que tu sois. Tu es chef d'État, tu as besoin d'être suivi parce qu'il y a des moments, il y a des traumatismes. Plus tu es élevé en dignité, plus tu as besoin d'accompagnement. Donc, il y a une pression sociale derrière. Donc, on a besoin de ces sciences humaines. Moi, j'ai compris l'utilité de la philosophie après avoir pris quelques bouffées dans les premiers mois, me posant la question, mais je fais cette matière-là, pourquoi? Mais après, dans le cadre de ce que je fais, que ce soit la religion, que ce soit les sciences, les contacts avec les hommes, j'ai compris qu'on a besoin de philosophie. On a besoin parce qu'il y a un cheminement dans la réflexion, la cohérence, dans la façon de prendre position même. On a besoin, la philosophie t'apprend qu'on doit relativiser les choses. Il y a des gens qui sont catégoriques. Dans la religion, dans la vie, ils sont catégoriques et ils ont des problèmes pour avancer. Parce que tout est relatif. Mais Nathan, moi je suis d'accord sur le principe donatien. Je suis d'accord sur ce que tu développes, mon cher Nathan. Mais après, aujourd'hui, quand même, en fait, sur le continent, on est beaucoup plus dans cette équation qui est assez simple. C'est formation égale emploi. Et aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, il y a des filières dans l'enseignement supérieur qui, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir en fait des débouchés, c'est assez compliqué. Donc, est-ce qu'on va continuer à instaurer ces filières-là si on sait que demain, on ne peut pas garantir un emploi à un jeune étudiant en fonction justement de ce qu'il a suivi derrière? Ou bien, est-ce que tu partages l'avis de nos amis Nathan et France qui parlent beaucoup plus un peu de revoir, pas de supprimer, mais peut-être de revoir. Mais s'il fallait supprimer, est-ce qu'aussi on n'est pas en droit de le faire? Bon, en fait, déjà... la difficulté, elle est énorme. Je veux rejoindre Nathan et France, mais c'est une difficulté assez énorme. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, les programmes qu'on a, excusez-moi, la plupart ont été calqués. C'est des programmes calqués. C'est-à-dire que si ce n'est pas calqué dans un système de notre pays, qu'on dira très avancé ou bien développé, en griffe, c'est un autre pays. Et on a des programmes donc qui ne sont pas directement liés au contexte de nos différents États. Et c'est peut-être là où maintenant nos États, les dirigeants, la classe dirigeante doit réfléchir en appelant aussi des spécialistes de différents secteurs pour voir comment on peut contextualiser les formations avec le besoin qu'on a. Oui, justement, mais est-ce que c'est pas là aussi le vrai problème, le sempiternel problème du chômage des jeunes? Est-ce que c'est pas là aussi? Parce qu'il y a beaucoup qui se sont, on va dire, peut-être perdus dans les filières, dans ces filières à l'université. Par contre, là, ça c'est quelque chose qu'on doit revoir, c'est simple. Moi, je pars d'un principe, je me dis que chaque enfant, c'est vrai qu'il y a des choses qu'aujourd'hui certains travaillent, c'est peut-être pas ce qu'ils auraient voulu faire. Donc là aussi, voilà pourquoi chaque fois je reviendrai sur la famille. Il y a des choses qu'on doit détecter chez un enfant très tôt. Si on voit qu'un enfant aime la musique, arrangeons-nous à voir comment mettre l'enfant dans des conditions pour qu'il fasse sa musique, qu'il réussisse dans ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'orientent
parfois par suivisme. Ou par procuration. Ou par si papa est procuration. médecin, tout de suite aussi, je veux devenir médecin. Mais est-ce que papa a mis un mécanisme en place pour que l'enfant aime la médecine très tôt? Je me rappelle, j'ai regardé un document d'un jeune, c'est une famille asiatique qui a immigré aux États-Unis, et le petit, il dit qu'il veut être chirurgien, mais c'est depuis l'âge de 3 ans. Donc les parents ont créé un mécanisme en place, mais ce qui m'a encore plus choqué, bon après c'est des petits qui aiment l'école, il est à l'université, je crois il a déjà 10 ans, il est déjà à l'université. Il va être chirurgien. Ce qui fait que les parents ont créé un mécanisme autour de l'enfant qui fait que ça ne nous étonnera pas qu'il devienne chirurgien. Ça coule en fait. Donc c'est peut-être aussi la difficulté auquel on fait face. Les gens vont par procuration, par suivisme. Certains même ne savent même pas pourquoi ils font certaines filières. Ils vont, on va lui demander, mais vous faites droit, pourquoi? Il dit, le droit. L'autre va dire, il ne sait pas pourquoi il fait Sciences Po, il ne sait pas pourquoi il fait ceci. Alors que ça doit être aussi, on va dire, des prédispositions. On va en fonction de ça et puis on voit comment on peut s'en sortir. Et donc du coup, France, on est d'accord qu'il y a malheureusement, ça il faut le dire, il faut souligner le côté un peu malheureux de ce plan-là. Malheureusement, il y a certaines filières qui retardent encore un petit peu beaucoup de nos frères à l'université. Oui, on ne va pas se leurrer. Eh ben, si on prend le cas de la musique, moi je n'ai rien contre la musique, pour ceux qui nous écoutent. Et quand quelqu'un va aller à un département de musique, par exemple, dans un pays où l'État, par exemple, les droits de la musique ne sont pas déjà les droits d'auteur ne sont pas là. Les droits d'auteur ne sont pas déjà stables. Bon, après, comment il fait quand il termine là? Comment il fait pour vivre de son art? S'il devient un artiste professionnel, voilà, à moins qu'il s'expatrie. Et quand il le fait, mais c'est une perte. C'est une perte aussi, oui. Pour le pays. On parle qui de fuite de cerveau. Investi sur ce dernier quand il allait se faire former. Donc, je pense effectivement que c'est peut-être difficile, mais si on doit sélectionner, si je devais être obligé de sélectionner certaines disciplines qui devaient partir, je dirais déjà bye bye à la sociologie, parce que je ne dis pas que ça n'a pas d'impact, mais la sociologie n'est pas détachée de la philosophie. La sociologie n'est pas détachée de la psychologie. Donc la musique, encore, il faut simplement réadapter les conditions dans lesquelles ceux qui doivent faire la musique doivent le faire. Une fois c'est fait, on maintient la musique. Voilà. Je voudrais aller dans le même sens que lui, mais en fait, si on essaie de faire faire une table rase, on va se rendre compte qu'en fait, toutes ces matières sont complémentaires. Bien sûr. En fait, on ne pourra pas dire si, je crois qu'au Rwanda, ils ont mis en place un programme comme ça, suspendre, supprimer certaines matières et mettre en avant la science. Mais le problème, c'est que si on met plus en avant la science, où est-ce qu'on met les sciences humaines? Sachant que les sciences humaines sont importantes parce que... c'est ce que Nathan soulignait tout à l'heure. Par rapport à ce que Nathan disait, lorsqu'on parle de la philosophie, la psychologie, la socio, tous ces éléments, l'anthropologie, c'est carrément l'étude de l'homme. C'est grand H. Donc, on ne peut pas se permettre de dire qu'on supprime. Peut-être réfléchir comment réadapter les choses. Il faudra que les États... Oui, mais si au finish, on n'a pas les stratégies, on n'a pas les arguments qu'il faut pour restructurer un petit peu certaines filières. Il y a une difficulté. Le problème, c'est que si l'État dit qu'on supprime, le problème, c'est beau de supprimer. Donc, si on forme plus de scientifiques, où est-ce qu'on met les... Parce que les instituteurs, par exemple, lorsqu'on a des instituteurs, ils forment un peu dans la science, un peu dans la littérature. Donc, on formera maintenant les élèves uniquement en sciences. Et là, ça crée quoi? Ça crée un vide. Déséquilibre. Et c'est un déséquilibre. Moi, je crois qu'il faut s'inscrire quand même dans un tri. Il y a des modules, des matières, des filières peut-être à supprimer. Tout à fait. Qui ne vont pas en cohésion avec le système, avec le contexte dans lequel nous sommes. Moi, je me pose des questions. Société égyptienne, comment l'Égypte antique a fait pour perdurer dans le temps avec une puissance économique, une puissance intellectuelle? C'est avec des matières qu'aujourd'hui on veut négliger, la philosophie, que la Grèce venait apprendre en Égypte, les sciences évidemment, les mathématiques, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. On peut réussir avec ça, mais la question c'est le contexte. Et ce qu'il a dit est fondamental, c'est qu'on a calqué des choses qui ne sont pas adaptées. Aujourd'hui, il y a des excusez-moi. D'où la nécessité de revoir certaines choses. De supprimer. De supprimer. Il y a des filières qui n'ont rien à voir. Tu vois, quelqu'un qui va te dire, je vais être météorologue. Bon, ok.
Ok, mais pour combien de Oui. postes de météorologie Ouais. dans le pays? Ouais. Par exemple, astronaute aussi. Non, je vais être astronaute. Vous avez quelle station? Non, mais C'est des questions. Mais on a des problèmes patents dans le continent. Le cas du Rwanda, quand même, il veut s'inscrire dans un domaine de développement à accentuer. Et on comprend un peu la démarche de Kagame. Mais après, c'est la question de l'après. Est-ce qu'on aura encore des hommes ou des bipèdes pensants? C'est-à-dire des gens qui exécutent des ordres, qui font des choses, mais sans réfléchir, sans analyser. Le scientifique a besoin de philosophie, il a besoin de psychologie. La sociologie, c'est la psychologie de la société. Ouais. Donc, on a besoin de tout ça, mais vraiment de manière structurée. Et pour aller dans le même sens que Nathan, lorsqu'on prend le temps de lire l'histoire de certains scientifiques qui ne sont plus, lorsque vous regardez le CV, on vous dira quoi, il est scientifique, écrivain, philosophe. assez éclectique. C'est le grand secret des Socrates, des Pythagore. Bien C'était sûr. des musiciens, Ouais. c'était des Shakespeare, c'était des poètes, Ouais. c'était des scientifiques. scientifiques. Einstein lui-même, Ouais. c'était des scientifiques, des poètes. Moi, j'ai été choqué quand j'ai vu le CV de Schweitzer, docteur Ouais. Albert Schweitzer, docteur en théologie, docteur en psychologie, docteur en médecine. Je me pose des questions, à quel moment quelqu'un apprend tout ça en Ouais. fait? Mais tu vois que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup. Le peu de temps qu'il a fait au Gabon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc il y a des choses qu'on peut apprendre, qu'on peut accumuler dans un être humain, mais qui vont apporter une richesse dans le Ouais, temps. donc d'où le procédé de tri. Hein, De tri, comme tu as dit. et ouais. vraiment, Ouais. il y en a qu'on doit supprimer, honnêtement. Il y en a qu'on doit supprimer, mais Et tu vas il faut voir penser à l'homme. Tu vas voir aussi que ça nous ramène encore sur la sempiternelle question de la science sans conscience. Ouais. Donc, Dès que on ruine de l'âme, ne va évidemment. pas, voilà, on ne va pas à chaque fois penser science. Sans la Et c'est sans la conscience. Et c'est le grand piège Voilà. du capitalisme. Bien sûr. Parce Ouais. qu'on nous dit, on a besoin de 30 docteurs, de 40, communicants, donc managers, etc. On a besoin de 50 comptables, on a besoin de 30 avocats. On veut nous obliger à aller voilà. dans les domaines qui paient. Voilà. Aujourd'hui, le grand secret... Qui paie selon eux. Selon eux. Voilà, selon Voilà, eux. Voilà. mais Voilà. quand on voit les pays les plus avancés, même dans le développement, c'est-à-dire dans la science, mais il y a des gros vides derrière. Tu vas aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a progrès scientifique et technologique de richesse, mais la mortalité, la criminalité augmente. Tu vois, il n'y a pas d'équilibre. Or, tu as des pays comme le Canada, tu as des pays comme la Norvège, développés. Mais la prison en Norvège, c'est un paradis. Ouais. Sûr. La prison en Norvège, tu as envie qu'on t'enferme. Moi, honnêtement, la vie que je vis, si on m'enferme en Norvège, je reste. Bon, on te le souhaite pas. Non, mais on voit l'idée, on perçoit Donc, l'idée au moins. ça ouais. veut dire qu'il y a un esprit à mettre derrière le développement. Il faut accompagner le développement Juste milieu, avec de quoi. l'humanité, je Juste crois. milieu. Voilà, Ouais. un juste milieu. Et je pense que même aujourd'hui, si nous sommes là en train d'échanger sur ce plateau de Génération News, c'est parce que la question, il y a beaucoup de jeunes sur le continent qui se posent cette question-là, qui se posent la question de savoir, est-ce que je suis obligé, qu'est-ce que cette filière à l'université va m'apporter? Est-ce que je suis obligé d'y aller? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'instaurer certaines filières dans les universités africaines? Donc c'est dire à quel point aujourd'hui, mon cher Franz, la question, elle est tout aussi mérite d'être importante. posée, hein. Mais derrière, évidemment, comme Nathan, il est catégorique. Hein. Pour lui, il faut supprimer, il faut aller dans le procédé du tri. Et je pense que même si au début, tu étais un peu, on va dire, direct également. Mais évidemment que tu peux aller dans le même sens, revoir un peu aujourd'hui ta position. Il y en a qu'il faut complètement supprimer. En tout cas, en fonction de chaque pays, il y a des filières, il y a des réalités qui sont là. Et prenons le cas du Gabon, vous avez l'université Liobé, Omar Bongo Ondimba, où vous avez des jeunes qui sont complètement perdus. Et ça, il y a des rapports qui montrent qu'il y a des jeunes qui ne savent pas. Il y en a qui sont en anthropologie, ça fait ce qu'ils font là-bas. Ouais. D'autres même en psychologie, d'autres en philosophie. Moi, ça m'arrive de travailler avec certains qui sont là-bas. Et en psychologie, tu te demandes, mais tu fais psychologie pourquoi? Moi, je suis ici, j'étudie les sciences, j'étudie les sciences de management et de gestion, mais ton épreuve de psychologie, elle est à ta portée. Ouais. Mais la personne est perdue. Et là, moi, je shift maintenant dans le fait aussi des choix des personnes. C'est surtout ça. Oui, parce que moi, je vois des juristes, des pseudo-juristes. Tu as peur du juriste. C'est un étudiant en droit, mais tu as peur de lui. Parce que tu te dis, mon ami, tu t'es pas trompé de filière, essaie autre chose. Il y a des gens que j'ai vus, tu fais logistique, je dis, quand je te regarde, toi, tu peux faire de la télévision. Va te faire former dans le domaine de la communication. Tu as des aptitudes, tu as un beau visage, tu es fin, tu es propre.
et c'est quelque chose d'autre. Exactement. Et les gens il y a des gens qui t'ont fait, ils ont des masters, ils ont terminé l'école, mais ils ne font rien parce que non seulement il n'y a pas de travail, mais aussi ils ne sont pas créatifs. Mais c'est là, je sais pas, dans le domaine de la communication, vous voyez par exemple journaliste spécialisé en économie, journaliste spécialisé en sciences politiques, c'est le cas de notre ami France, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Mais tu vois, c'est ça en fait, c'est-à-dire que tu peux aller au bout de ta formation, c'est-à-dire sciences politiques, tu vas, et c'est même l'idée. Et tu te rends compte que tu as des aptitudes de présenter des émissions, tu es assez à l'aise devant les caméras, ben, tu vas, comme Nathan a dit, te former en journalisme, et quand tu sors, tu es journaliste spécialisé en questions de sciences politiques. Et c'est là aussi la question de l'orientation, c'est beaucoup plus ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui en Afrique, on a une flopée des filières qui malheureusement n'aident pas la jeunesse africaine. Donc voilà, il faut... Malheureusement, ils sont faits. C'est-à-dire que la difficulté est la suivante. Moi, j'ai fait l'université Omar Bongo, je fais 4 ans, j'ai eu ma licence là-bas. Et la difficulté est laquelle, en fait, on a l'impression d'être dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est l'univers, l'université, l'univers. On a l'impression d'être dans l'espace, c'est-à-dire que par rapport entre ce qu'on vous apprend et la pratique, en fait, le fossé, il est immense. Alors qu'en principe, on doit nous former théoriquement, mais on doit aussi nous montrer les éléments pratiques pour comprendre que donc, ce que je fais, voici comment ça se passe. Mais on est plus théorique, et quand on sort de là, après, beaucoup sont perdus. Parce qu'il ne faut pas aller dans ce sens, la France. Bon, après, des filières purement et simplement pratiques. Bon, la théorie, d'accord, mais... Je ne partage pas forcément le point de vue des donateurs. Parce que, vous savez, dans une société, il y a ceux qui pensent. Et il y a ceux qui appliquent la pensée. Parce que si on ne crée que des praticiens, à quel moment on pense, à quel moment on produit quelque chose de nouveau. Il faut bien voir les choses. Le juste dosage. Le juste dosage. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les politiques aujourd'hui mettent l'accent sur la pratique, la science. Ok, d'accord. Admettons que l'on oriente 90% de la population dans la pratique, dans la science. Comment on fait? Et même cette science, il faut déjà dire qu'actuellement, tout n'est pas mis en place, tous les mécanismes ne sont pas en place pour recevoir ces pseudo-scientifiques. Moi, je demande souvent à quelqu'un, ceux qui ont fait la mathématique, à quoi nous sert le logarithme n'est plus rien dans nos vies aujourd'hui? C'est la question. Franchement, c'est la... Moi, s'il y a une matière, je vais supprimer. Moi, supprimer ça. Perso, les mathématiques, à partir du moment où tu sais compter, je pense que c'est là maintenant. Parce que... Bon, oui, compter. Ouais, non, mais en fait, nous, on se retrouve avec les Hélènes. Mais bien franchement, il faut calculer Hélène aussi. Les Ouest-Africains sont un bon exemple dans ça. Les mathématiciens, les riches en Afrique de l'Ouest, ce sont des personnes qui ne sont pas allées loin à l'école, mais qui sont pratiques. Lire et écrire. Oui, lire et écrire, c'est tout. Mais qui ont on voit, nous sommes là dans ce pays, on voit ce qui se passe. Bien sûr. Qui achètent nos vies. Ça, c'est sûr. Mais nous, on fait 3 ans, 4 ans de temps à l'école, on s'évertue ici. Et là aussi, j'ai envie de faire un clin d'œil à la curiosité individuelle. Aujourd'hui, moi, j'élargis mon champ. Disons, j'ai fait une formation, je suis dans d'autres domaines. Aujourd'hui, je touche un peu d'infographie, je touche un peu de communication. Aujourd'hui, je vais vers la télé, mais je n'ai pas été formé pour ça. Mais au contact des autres, je suis avec Régis, j'apprends tous les jours. Je regarde faire, j'observe. Il faut aussi de la curiosité pour se réinventer. Moi, je pense que c'est aussi l'idée, en fait. Il y a un adage qui dit la curiosité intellectuelle ne s'enseigne pas. Elle s'apprend, elle se cultive. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, lorsque je dis souvent avec certains frères, lorsqu'on discute sur certaines thématiques, je leur dis en principe, l'homme peut tout faire. Après, on me voit comme un insensant, dit mes donations, comment tu peux dire que l'homme peut tout faire? J'ai dit, mais les capacités cérébrales sont incroyables. Comment leur expliquer que quelqu'un, ce qui me choque, récemment, je regarde une vidéo sur Facebook, j'étais assez choqué. C'est un petit qui fait ce qu'on appelle en France les classes préparatoires. Il a appris à jouer au piano en 1 mois. Et il jouait, et quand on l'a invité sur le plateau, il a joué du Mozart. Très rapide, j'étais sidéré, je disais, mais comment est-ce possible? Il dit, oui, je l'ai fait ça en 1 mois. Lorsque le Covid arrivait pleinement, il s'est trempé là-dedans. Comme ça, et il n'est pas dans une école, il a regardé des tutoriels sur YouTube, il a commencé à pianoter. Incroyable, les gens étaient sidérés. 1 mois d'apprentissage. Donc, comme pour dire en fait qu'il faut, comme dit Nathan, il faut se réinventer, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut aller vers, il ne faut pas avoir peur. Bon, après, lorsqu'on est dans la phase d'apprentissage, il y a toujours des erreurs, mais n'empêche qu'on va apprendre et on va gagner en plus. Aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus le droit d'être, passez-moi l'expression, on n'a plus le droit d'être idiot. Parce que il y a tout sur Internet. Les programmes de formation de Harvard,
tu peux les trouver sur Internet. Programmes de formation de n'importe quelle université de qualité, tu peux les trouver et te faire former en communication. En dehors de ceux que tes parents payent et que l'État paye pour que tu te formes, tu peux toi-même aller. Internet, comme il a dit, les tutos. Moi, j'ai vu un jeune homme, tu lui donnes le dictionnaire, en une semaine, il te parle la langue couramment. Wow. S'il a le dictionnaire, une semaine, la semaine d'après, il te parle la langue couramment. Ça veut dire que non seulement il y a des aptitudes que l'être humain a, mais il faut de la curiosité aussi. Justement, et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, mon cher Franz, qui manque à beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est ça. On en parlait dans la première thématique, c'est ce qui manque, cette curiosité de se dire, ok, cette filière ne va peut-être pas m'ouvrir les portes, mais derrière je peux m'adapter en ayant cette curiosité culturelle ou intellectuelle d'aller apprendre. Effectivement, Nathan fait bien de parler de la curiosité individuelle. Ça veut dire que ça doit partir de tout soi-même. Et à ce niveau, ce sera difficile. Mais je pense que peut-être on peut aussi susciter la curiosité individuelle. C'est possible. Et généralement, dans les établissements, lycées, on a ce qu'on appelle des conseillers d'orientation. N'est-ce pas? Je pense que les conseillers d'orientation jouent un rôle important. Ouais, mais bon, on va relativiser quand même. Hein, parce que, on ne va pas tirer à boulet rouge sur cette formation-là, mais je trouve qu'eux aussi sont responsables, on va dire 80% de ce qu'on assiste aujourd'hui. Après, pour autant, ils ont un rôle. Voilà. Bon, après, ça dépend aussi de comment chacun fait son travail. Justement. Moi j'en parle parce que moi, j'ai bénéficié d'une orientation. Quand j'étais en lycée, avant d'avoir mon bac, la conseillère d'orientation au lycée Mba nous donnait des fiches. Quel métier tu peux faire? Et il fallait cocher un certain nombre d'aptitudes que tu as. Et sur la base de toutes ces aptitudes, elle faisait ce qu'elle a appris pour te dire que je regarde qu'il y a 3 métiers qui vont avec qui tu es. Et là, dans mon profil, moi j'avais journalisme, j'avais droit et il y avait sciences politiques. D'accord. Donc, ce qui fait qu'effectivement, je me suis lancé dans le bain de l'orientation et effectivement, dans ma vision, c'était l'un de ces trois domaines. Donc, je pense que si on a aussi des conseillers d'orientation qui font bien, qui savent ce qu'ils font, il faut aussi préciser le cas des effectifs. Tu es un conseiller d'orientation, tu as 300 élèves. C'est pas évident. Bien sûr. Il faut prendre aussi en compte ces réalités-là. Tu sais, il y a la magie dans certains pays. En Allemagne, je prenais le cas de la Norvège, le cas de la Chine, où les enfants sont très tôt orientés. Le cas des États-Unis aussi, on a vu. Mais ça porte du fruit. Mais il faut quand même des effectifs, non seulement en qualité, mais en quantité aussi. Alors, je parlais dans le même sens que France par rapport à ce que Nathan disait. En fait, j'ai regardé récemment une émission au Cameroun, c'est un entrepreneur camerounais qui a lancé son école. Et dans l'école, le système d'orientation, c'est depuis le bas âge, je crois, à partir de 2-3 ans, on observe déjà l'enfant. On apprend déjà les enfants à calculer, l'entrepreneuriat, on leur apprend. La musique, donc c'est-à-dire qu'il allait du principe selon lequel, selon lui, depuis très jeune, on peut déjà orienter les enfants. C'est là que ça se passe, moi je crois. Donc il a dit apparemment il y a des fruits, il y a des résultats et puis après on attend voir ce que ça va donner. Mais franchement le projet il est louable et l'école actuellement existe. Donc ce qui fait que, et même par rapport aux effectifs, c'est en moyenne je crois par classe 30. Ça éviterait qu'on supprime finalement certaines disciplines. Si on le fait de faire dans le plus bas âge. Mais on sait finalement que Nathan voudrait aller là-bas depuis 2 ou 3 ans. Et puis et ça crée non seulement des compétences, mais aussi des gens qui aiment ce qu'ils font. Parce qu'on a des gens, vous rentrez dans certaines administrations, tu sors de là-bas, tu es frustré. Les gens arrivent à 11h, une flemme pas possible, parce que les gens n'aiment pas ce qu'ils font. Tout ça, c'est des conséquences en fait du système. Et c'est ce qui est assez dangereux parce que c'est ça le problème, parce que quand les étudiants se retrouvent dans la mauvaise filière, on a justement ces résultats où il y a des gens qui ne sont pas passionnés de ce qu'ils font. Les amis, ça allait très vite, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission Génération News. Merci à France, je rappelle que vous êtes étudiant en sciences politiques. Merci d'avoir participé à Génération News. Et très heureux évidemment de te revoir, on espère que tu viendras sur ce plateau de Génération
Génération News. Donatien, étudiant en droit, juriste. Toujours un plaisir, évidemment, de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Sur ce plateau, toujours. Et on termine avec Nathan, formateur en prise de parole en public. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation du média. Merci à toi et à l'équipe de Génération News. Les amis, c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.